est ravis, cher public, de vous accueillir et d'être avec nous pour ceux qui sont aussi restés, qui sont dans la salle, qui enchaînent les conférences. Il y en a qui sont là depuis 9 heures du matin, des fidèles, et à distance également, vous êtes nombreux à nous suivre pour ces conférences. Depuis ce matin, il y a 250 personnes qui nous ont suivis. On va parler numérisation du bâtiment avec la capture virtuelle. Voilà, c'est un sujet nouveau qu'on ne traite pas très souvent, mais peut-être de plus en plus. Jean-Michel Catrin, qui est co-organisé avec Testoun et Jean-Michel Catrin. Grand merci à vous, Testoun, pour cette co-organisation de ces conférences qu'on fait maintenant depuis quelques années. Et c'est toujours un grand plaisir. Et puis, j'avais un chiffre clé pour ouvrir cette conférence qui était 75%. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? 75% du coût lié à l'exploitation et la maintenance, ça c'est le coût du bâtiment par rapport aux 25% de coût de construction. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence, c'était pour la mettre en perspective, c'est pour créer une petite ouverture. Ça c'est des chiffres qui sont issus du CRMA et de la Caisse des dépôts et consignations. Vous voyez, ce sont des chiffres sérieux. Et donc d'où l'utilité de bien connaître son bâtiment, puisqu'on va vivre dans son bâtiment pendant des années, de scanner, d'enrichir les données. On va vivre dans ce bâtiment pendant des années, vivre ou l'utiliser. Hein. Là, on va parler plutôt tertiaire, puisqu'on est dans un cycle tertiaire. Et c'est pour ça qu'il faut numériser, et qu'on pense qu'il faut numériser son bâtiment. Alors, je propose de faire un petit tour de table déjà de présentation, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On a Pierre, vous êtes avec nous à distance. Voilà, on a un grand plaisir d'avoir l'armée qui est avec nous aujourd'hui. Et Pierre, vous allez faire un retour d'expérience. Peut-être pour vous présenter ? En quelques mots, oui, bonjour à tous. Je suis donc le militaire, capitaine Jarnez. Je suis actuellement conducteur d'opération au sein du service infrastructure de défense, chargé de suivre des projets neufs, réhabilitation, et d'en assumer pour le ministère des Armées l'exploitation et la maintenance du patrimoine et du parc immobilier de celui-ci. Voilà, donc on est dans le sujet. Merci pour cette présentation et merci d'être avec nous. D'ailleurs, vous avez envoyé une petite photo, ça je fais un peu les off. Vous êtes, je crois, dans un stade qui est vide et vous êtes bien installé, presque vous êtes le seul dans un énorme stade. Hein. Voilà, sans dévoiler les lieux. Ensuite, Jean-Michel. Oui, Jean-Michel Catrin, donc je suis le fondateur de la société Testoun et j'ai effectivement le plaisir de travailler avec Xavier depuis de nombreuses années. On anime ensemble des cycles de conférences autour du contrôle et du diagnostic dans le bâtiment. Et donc la société Testoun propose tout un ensemble de solutions pour tester, contrôler, mesurer et digitaliser le bâtiment. Voilà, on est dans le sujet aussi. Ensuite, Jean-Marie, alors. Oui, ça marche. Oui, bonjour, Jean-Marie Bourdet, donc je fais partie aussi du ministère des Armées. Je suis chef de projet depuis 2020 sur le jumeau numérique du centre de Saclay. J'aurai 2 planches à présenter, donc il n'y en aura pas trop. Et juste pour information, j'ai pris le train en marche du jumeau numérique avec Pierre il y a 3 ans. Et on continue d'œuvrer sur des thématiques conjointes qui mêlent l'infrastructure avec des installations techniques. Oui, on va voir, vous allez donner aussi la perspective de développement, mais on ne va pas dévoiler, on va pas dévoiler le sujet. Et enfin, donc Bruno qui est avec nous aussi. Bonjour, Bruno Geoffrey. Ah, il faut ouvrir le micro. Bruno Geoffrey, je suis responsable du développement de l'offre numérique de la société Digiliance, qui est une filiale du groupe AC Environnement, donc l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand groupe de diagnostic immobilier français. On va vous présenter un retour d'expérience aujourd'hui que nous avons pu faire avec l'ESID, capitaine Jarnez, sur un des bâtiments.
Voilà, donc merci avec vous. On voit qu'on a à la fois l'opérateur, merci Jean-Michel d'avoir co-organisé cette conférence. On voit qu'on a l'opérateur qui va faire les diagnostics, qui va numériser, et on a l'utilisateur, le maître d'ouvrage, qui va utiliser ces données, qui a un besoin initial. Et donc on espère, cher public, on est certain même, cher public, on aura un tour d'horizon pour vous qui va être riche d'enseignements. Alors, Jean-Michel, au départ, était le PDF. Et donc, c'est-à-dire que, ce qui est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire que le diagnostiqueur, lors de ses diagnostics, réalise ses contrôles et envoie des multitudes de PDF avec des données qui sont donc dans des rapports différents et du coup, avec différents types de segments de marché. Et du coup, les choses sont en train d'évoluer. Oui, alors Xavier, vous disiez tout à l'heure que l'instrument était de plus en plus connecté. Et aujourd'hui, l'instrument, il est non seulement de plus en plus connecté, il est de plus en plus imagé. Okay, alors pourquoi je dis ça ? Il y a 15 ans, quand on vendait des instruments de mesure, on vendait des télémètres, des thermomètres, des sonomètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend ? C'est des scanners, qui sont des caméras qui mesurent des distances. C'est des caméras thermiques, qui permettent d'imager les mesures de température. C'est des caméras acoustiques qui permettent d'imager d'où viennent les sources de bruit. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on mesurait un point, maintenant, on mesure un espace. On mesure un espace et on représente ça sous forme d'image ou on représente ça sous forme d'ensemble d'images, donc de vidéos ou de modèles 3D. Et donc, les technologies de mesure ont complètement, sont en pleine évolution. Et en plus, tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire que l'appareil, une fois qu'il a fait sa mesure, une fois qu'il a fait ses images, il envoie ça sur un cloud. Et ensuite, les utilisateurs récupèrent directement sur leur cloud leurs mesures. Et ce qui me frappe, et ça fait des années que j'en parle, j'ai regardé des conférences qu'on a fait il y a 3-4 ans, où je disais déjà, effectivement, le diagnostiqueur, il fait des documents en 2D, il fait des PDF, il fait des images, il fait des plans. C'est des documents à plat, ce sont des documents qui sont inertes. Et une fois qu'on les a délivrés, en général, leur vie s'arrête parce qu'ils terminent en archivage, notamment dans le diagnostic immobilier. Souvent, ça s'arrête lorsqu'on le donne au notaire, sur le transactionnel. Lorsqu'il s'agit de documents qui vont être utilisés pour des chantiers, ils ont un usage pendant le chantier, mais souvent, voilà, leur vie s'arrête à ce moment-là. Et la vision que j'avais déjà il y a quelques années, c'était de se dire, avec ces outils qui vont générer de l'image, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et on va pouvoir, d'une part, proposer des solutions beaucoup plus visuelles, puisque foncièrement, l'humain, il analyse beaucoup mieux des informations sous forme visuelle que sous forme écrite. Il les analyse beaucoup plus vite. Et puis, ça permettra de pouvoir faire vivre dans la durée ces mesures, cette captation de mesures, et c'est devenu la captation de la réalité. Si on regarde, Jean-Michel, les différents segments de marché qu'on peut adresser avec la numérisation du bâtiment. Alors on peut, je pense que Bruno expliquera également sa vision des choses, mais évidemment on peut segmenter par usage, c'est-à-dire qu'évidemment si on fait un diagnostic, on va essayer de coller à des diagnostics, du repérage pour certaines pathologies, mais alors donc ça va être diagnostic, et puis dans le domaine de plus en plus, il y a énormément également d'opportunités dans le domaine de l'audit, et l'audit c'est aussi l'opportunité de faire les prémices d'un plan de rénovation. Et bien évidemment, là, ça c'est vraiment une évidence. C'est la plus grosse demande aujourd'hui, c'est de travailler. Donc on est sur du bureau d'études qui va travailler sur des audits. Après, en termes de typologie de bâtiment, j'aurais tendance à dire il n'y a pas de limite particulière. C'est plutôt les gros bâtiments aujourd'hui qui sont intéressants parce que c'est aussi les gros donneurs d'ordre qui ont une problématique de gestion du patrimoine, peut-être plus que sur de l'habitat individuel. Mais bon, avec des évolutions telles que le carnet numérique du logement ou d'autres besoins qui sont aussi insufflés par les pouvoirs publics dans le cadre des réglementations liées à la transition énergétique, tout type de bâtiment va également être impacté par ce type de technologie, c'est une évidence. Oui, que ce soit du logement, tertiaire, industrie, et on va en parler. Alors Bruno, est-ce qu'on pourrait expliquer au public qui nous regarde, c'est pourquoi est-ce qu'on numérise le bâtiment, et puis on s'était dit aussi, ça serait bien d'avoir une idée des coûts, c'est de donner les grandes masses, les enjeux qu'il peut y avoir autour de cette numérisation. Oui.
fait, on numérise le bâtiment parce que le bâtiment, c'est un peu comme un éléphant. Hein. Ça a une durée de vie très longue, mais sans la mémoire associée. Donc, on va avoir plein d'aventures dans ce bâtiment, parfois plein de cicatrices. Et aujourd'hui, le grand chantier, c'est celui de la reconstitution de cette mémoire du patrimoine immobilier qui est importante, comme Jean-Michel le mentionnait tout à l'heure. Le métier du diagnostiqueur immobilier, c'est effectivement de faire un inventaire, d'ausculter ces bâtiments, d'y apporter une expertise à la fois sur ses composantes et sur ses pathologies potentielles. Donc, comme Jean-Michel le disait, avant, d'une certaine manière, ça ne produisait que du PDF. Aujourd'hui, de plus en plus, il faut que ça en produise de la maquette numérique aussi, de manière à ce que ça soit partagé, enfin pérennisé, et surtout partagé entre tous les acteurs métiers qui vont composer cette chaîne de rénovation des bâtiments par la suite. Oui, est-ce qu'on n'a pas des contraintes réglementaires qui fait que maintenant on ne peut plus avoir un rapport PDF, on est obligé de numériser d'entrée de jeu. Alors je prends l'exemple, on a une conférence sur l'amiante qui va arriver, je prends l'exemple de l'amiante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on numérise pas, on ne peut pas donner aussi à des plateformes qui vont de l'État, on ne peut pas partager ces données avec d'autres corps de métier. Alors, AC Environnement, historiquement, est un des premiers acteurs impliqués effectivement sur ces diagnostics amiante. Donc c'est presque une mission de service public, hein, entre guillemets, ou de santé. C'est clair que le cadre réglementaire mis en place permet de transmettre un certain nombre d'informations et de les conserver, mais pas nécessairement encore de les plaquer sur les bâtiments. C'est-à-dire la cartographie amiante sur un bâtiment est quelque chose qui est relativement récent. Lorsque vous intervenez à un moment donné dans un bâtiment, vous allez pouvoir avoir un rapport PDF, vous aurez eu un rapport réglementaire qui aura été produit à l'administration, mais vous n'aurez pas nécessairement, en tant qu'intervenant, le plaquage de ces lieux d'amiante dans, par exemple, la maquette numérique du bâtiment. Ça, c'est tout l'enjeu. On peut donner une idée des... Alors, je sais que vous avez toujours, quand je pose cette question, vous avez toujours du mal. Une idée des coûts, de quelques enjeux Ouais, non, je pense qu'il faut effectivement démystifier aujourd'hui ces points et en parler clairement. Dans la grande majorité des cas, on est aujourd'hui à des coûts qui sont de l'ordre de 2 à 5 euros du mètre carré, selon la complexité, le besoin, le niveau de détail du bâtiment, la cartographie précise ou pas. Alors, Jean-Marie en parlera tout à l'heure, on ne parle pas nécessairement d'installations industrielles qui peuvent nécessiter beaucoup plus de détails, mais en fait, c'est une opération qui est réellement à la portée, d'une certaine manière, de tous les budgets, surtout au regard du retour sur investissement qu'il peut y avoir immédiatement derrière. Dans le bâtiment, quand on perd des informations ou quand on a une méconnaissance d'un certain nombre d'informations, méconnaissance, vous en parliez, Xavier, d'une présence d'amiante dans un bâtiment alors qu'on engage des travaux, ben, ça peut coûter fort cher. Donc, ne pas connaître le nombre d'ouvrants, par exemple, ne pas connaître tel type de mètre linéaire d'un bâtiment, ne pas l'avoir partagé, faire en sorte que tous les corps de métier derrière soient obligés de venir compter et recompter, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe de manière générale. Ne pas partager toutes ces informations, ça peut avoir un coût. L'idée est d'optimiser ces coûts, sachant que la feuille de route de la rénovation énergétique, encore une fois, elle est monumentale. Donc, il faut aller vite. On sait bien que effectivement le numérique, ça vaut dans plein d'autres sujets. Ça permet d'éviter de ressaisir les mêmes données, de repasser, d'éviter les copier-coller. Jean-Michel, alors là on rentre dans le détail des outils. Tiens, je vais vous passer la zapette d'ailleurs. On a parlé coûts. Moi j'aimerais que maintenant on parle un peu solutions, parce que si j'ai bien compris, pour numériser, là je vois il y en a un d'ailleurs, le public qui est sur place pourra voir le matériel, parce que vous avez eu la gentillesse d'en amener. Pour numériser un bâtiment, il y a deux choses, il faut du matériel, et il faut aussi du logiciel. Finalement, c'est des choses assez classiques aujourd'hui. Il faut du matériel, du logiciel et un opérateur. Et un opérateur. Et cet opérateur doit avoir des compétences. Voilà. Et en fait, donc, ce dont on va parler, c'est... Aujourd'hui, il y a, je pense que Bruno reviendra dessus, mais il y a deux grandes philosophies d'outils qui sont proposées sur le marché. Et je prendrai des exemples avec deux marques avec qui Testoun travaille, qui sont Leica et Matterport. Les philosophies, on va dire, il y a une philosophie un petit peu traditionnelle,
et qui est basée sur de l'ingénierie. Et il y a une philosophie qui est un petit peu plus tournée vers l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et ces deux philosophies, aujourd'hui, elles ont un peu tendance à s'affronter. On est un petit peu aujourd'hui dans ce monde où on se dit, tiens, est-ce qu'il vaut mieux faire traduire un document par des humains ou le faire traduire par des ordinateurs ? Il y a 20 ans, quand on regardait les premiers traducteurs automatiques, ça faisait marrer tout le monde. On trouvait ça sympathique, mais ça faisait marrer tout le monde et ça faisait pas peur aux gens qui font de la traduction. Aujourd'hui, les gens qui font de la traduction, à cause des évolutions technologiques, à cause de l'intelligence artificielle, ils sont challengés, voire même remplacés par ces outils d'intelligence artificielle. Et donc sur cette technique de captation de la réalité, de numérisation, de stockage et d'exploitation du jumeau numérique. Aujourd'hui, il y a ces deux philosophies qui s'affrontent. Alors c'est pour ça que j'ai appelé mon slide, j'ai dit faut-il choisir entre la facilité de mise en œuvre et la précision, parce que c'est en fait ça le sujet. C'est-à-dire que les techniques traditionnelles, elles sont orientées vers la précision, donc faire de la précision de mesure, de la précision de représentation, de la précision de dessin, etc. Et les techniques d'intelligence artificielle sont plutôt basées sur la facilité de mise en œuvre. Et donc, en deux mots, Testoon, voilà, j'ai mis en rouge ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire aider les métiers du bâtiment à diagnostiquer, tester, contrôler et maintenant de digitaliser, afin non seulement de faire des rapports, mais également de suivre les évolutions et d'en faire une gestion active de son patrimoine. Et c'est les choses nouvelles que j'ai mis en rouge. Pour ceux qui me connaissent, cette slide, je la passe à chaque fois. Donc le constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un diagnostic, c'est un état des lieux à un moment donné. On a une restitution en 2D, on en a déjà parlé. Sa mise à jour n'est pas toujours facile et souvent, le stockage, c'est un archivage. Alors que le jumeau numérique, c'est un support dynamique des diagnostics et des projets. Donc, il est partageable, il est modifiable, il est mesurable, il est versionnable, il est évolutif et traçable, c'est-à-dire qu'on peut voir le futur et le passé. Et son stockage, il est actif et il est pérenne. Et donc, c'est l'élément actif du cycle vie de votre patrimoine. Donc, il y a effectivement cette évolution que l'on perçoit. Et les réglementations, Xavier, vous en parliez, effectivement, de plus en plus, elles vont demander à ce que les logiciels vont fournir de la donnée à des observatoires. Ça, on le voit dans tous les diagnostics aujourd'hui, le DPE, les tests d'étanchéité à l'air, l'amiante. Donc on veut partager la donnée avec l'État, parce que l'État en a besoin pour des raisons statistiques, principalement, voire sur des outils pour de la planification. Mais ce n'est pas aujourd'hui des outils de suivi du patrimoine. L'outil de suivi du patrimoine, c'est vraiment le jumeau numérique. Donc, quelles sont ces deux méthodes ? Alors, je suis un peu embêté d'utiliser les termes tels que classique ou moderne, ça peut ringardiser la méthode classique, mais la méthode classique, elle est vraiment orientée sur la précision. Et donc, les professionnels du bâtiment, de l'ingénierie vont toujours vous dire, moi j'ai besoin d'un certain niveau de précision, et pour pouvoir travailler avec ce niveau de précision, j'ai besoin d'une méthode qui me permet de capter mon environnement. Donc on capture, on scanne, c'est les termes qu'on utilise, et ensuite on génère ce qu'on appelle des nuages de points, et ces nuages de points, on va les intégrer dans des logiciels, souvent qui sont connus, tels que Revit, AutoCAD, des chaînes Autodesk par exemple. Et on va travailler sur des logiciels tiers pour pouvoir donc travailler sur son outil dans le but de générer des livrables. Et la génération de ces livrables, elles vont être adaptées à l'usage. Et on peut générer des livrables qui peuvent être juste un modèle, un modèle BIM qui va être utilisé sur un projet de rénovation. Ça peut être un plan, etc. Mais on ne passe pas forcément par l'étape je mets un jumeau numérique à disposition de tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas passer par cette étape. Et puis surtout, le travail de nettoyage et d'assemblage, il se fait avec des compétences qui sont des compétences de niveau ingénierie. La technique que je vais décrire, qui est aujourd'hui portée par des acteurs comme Matterport, mais il y en a d'autres également, ça consiste à capturer et ensuite... donc, on a des scanners. Dans les deux cas, on a des scanners. Le scanner, c'est une petite boîte noire qu'on déplace dans le bâtiment. Alors, il peut être dynamique, etc. Il peut être sur un drone aussi, le scanner. C'est aussi la même technique. Mais ensuite, le scanner, lui, il fait toutes ces captations d'images et de mesures de distance. Et il envoie ça sur le cloud. Et il y a une intelligence artificielle qui va générer automatiquement le jumeau numérique.
Et là, il n'y a pas besoin d'intervention humaine pour passer par cette étape. Il va dire, autrement dit, pour bien comprendre, là, on voit une petite image qui défile en arrière-plan, il va dire, tiens, ça c'est une fenêtre, ça c'est une porte, sans avoir besoin... Alors, non, pas encore à ce stade. Il va générer ce qu'on appelle la maison de poupée. La maison de poupée, c'est ce qui vient de passer, c'est-à-dire c'est le modèle 3 dimensions qui va permettre ensuite de faire des applications telles que de la visite virtuelle. Donc ça, c'est le b.a.-ba, mais c'est utilisé par des agences immobilières. Mais une fois qu'on a cette visite virtuelle, elle est mesurable. C'est-à-dire qu'on peut sortir son mètre virtuel, mesurer la hauteur d'une fenêtre, une quantité de ci ou une quantité de ça, par exemple dans un diagnostic PEMD, ça peut être utilisé. Mais en fait, c'est l'opérateur qui va faire ces vérifications sur le terrain, il va pouvoir les faire directement à son bureau en utilisant ce jumeau numérique. Mais ensuite, les étapes de reconnaissance automatique de certains éléments, ça nécessite d'autres outils complémentaires et certains n'existent pas encore. Effectivement, en ce moment, on a des demandes pour faire de la reconnaissance automatique des linéaires de fenêtres ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont encore en développement. Mais il y a l'ossature est là pour pouvoir travailler sur ces... Par contre, dès maintenant, on est capable, en appuyant sur un bouton, à partir de ce jumeau numérique, de générer un plan 2D ou un plan 3D type BIM tel qu'on a sur l'image de droite, avec la définition où on va séparer le bâtiment des équipements techniques, par exemple. Et ça peut être automatisé dès maintenant. Voilà. Et ensuite, au final, on a son jumeau numérique et c'est dans son jumeau numérique qu'on va générer les livrables. Alors, la principale différence avec l'approche classique, c'est que vous travaillez juste avec des choses qui sont complètement automatiques et vous avez un opérateur qui n'a pas besoin d'avoir de compétences d'ingénierie pour devoir travailler avec ces logiciels. Donc en conclusion, et ce sera ma comparatif entre les deux méthodes, entre la méthode classique et la méthode, je vais appeler plutôt IA pour ne pas ringardiser l'ancienne, la méthode classique, l'opérateur est maître de son projet de A à Z. D'accord ? Et aujourd'hui, tous les bureaux d'études, tous les architectes vont vous dire la méthode classique, elle est bien évidemment beaucoup mieux que ces nouvelles méthodes parce qu'on a de la précision, on a un opérateur qui est maître de tout. Et s'il y a des artefacts qui sont créés par un ordinateur, dans la méthode classique, c'est l'opérateur qui maîtrise tout. Donc, en termes de compétences, dans un cas, on a des compétences d'ingénieur ou de techniciens spécialisés. Dans l'autre cas, on a plutôt des compétences d'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va dire « je travaille à partir d'un navigateur, je me promène, et puis tiens, j'ai envie de générer un plan, j'appuie sur le bouton « générer un plan ». Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Il y a plein d'autres différences derrière technologiques. Les différences, c'est qu'en termes de plateforme, dans la méthode de droite, souvent c'est une plateforme cloud qui est propriétaire, qui est gérée par l'éditeur, alors qu'à gauche, l'opérateur peut gérer sa propre plateforme, il peut beaucoup mieux maîtriser le stockage de ses données, et on sait qu'il y a des clients sensibles qui n'ont pas envie d'utiliser des plateformes tiers, on a d'autres qui veulent maîtriser leur informatique, donc il y a également des sujets. Le modèle économique, il est un peu différent aussi. Dans la méthode classique, on est sur des licences de logiciels ou des abonnements, alors que sur la méthode d'intelligence artificielle, on est un peu plus sur... on utilise à l'usage. J'ai besoin d'un plan, ça me coûte tant, voilà, par exemple. Voilà. Et au final, on a une meilleure précision, c'est ce que je disais au début, on a une meilleure précision sur la méthode de gauche et on a une énorme facilité de mise en œuvre sur la méthode de droite. Voilà. Les acteurs, et après je vais te passer la main parce que tu vas sûrement commenter vu que vous utilisez les deux techniques. Les acteurs traditionnels qui font des scanners, donc type Leica, mais il y en a d'autres comme Trimble, Faro, vont être plutôt sur l'approche de gauche. Et les approches modernes, ils sont challengés par des startups. Alors il y a des startups américaines comme Matterport, mais il y en a aussi des chinoises ou autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les acteurs traditionnels sont aussi en train de proposer des solutions automatiques. Donc notamment comme Leica. Voilà. Juste un petit mot, Bruno, oui, pour répondre en écho. Il y a besoin de savoir ce dont j'ai besoin, finalement, en point final, pour dire j'utilise une méthode plutôt qu'une autre. Oui, bien sûr. Jean-Michel le rappelait aussi, et on en parlait, et je crois qu'on en est tous d'accord. Il faut savoir à un moment donné quel est le niveau de précision qui est attendu. On a souvent des attentes, parfois des attentes fantasmatiques sur cette capture de la réalité, enfin pas nous, mais un certain nombre de clients qu'on peut rencontrer. Quelle est la précision dont on a besoin ? Je rajouterais peut-être à ce que tu disais, Jean-Michel, la captation par scan laser, des
RTC 360 ou autres, grosses machines très précises, qui vont nécessiter une modélisation derrière en bureau d'études, une reconstruction complète, me semble parfaite quand on a besoin de reconstituer un initial qu'on ne connaît pas. Et qui va être un peu la base de ce fameux jumeau numérique. C'est cette maquette numérique de référence qu'on va pouvoir petit à petit enrichir. Le Matterport, qu'on utilise au quotidien dans un certain nombre de nos diagnostics immobiliers, va pouvoir permettre d'y plaquer un certain nombre d'informations, des notifications à certains endroits de bâtiments, lorsqu'on ne va pas nécessairement avoir besoin d'avoir une reconstruction complète du bâtiment pour en faire une rénovation, comme le cas que vous verrez tout à l'heure. Donc en termes d'exploitation maintenance, par exemple, si on a la maquette initiale et qu'on l'alimente petit à petit, effectivement, au cours de la vie, le Matterport, c'est aussi très bien. Donc les deux sont vraiment intéressants. Jean-Marie, alors on va rentrer là, puisque vous êtes venu aussi pour ça, pour ce retour d'expérience. Merci à vous. On s'était dit aussi... Au-delà de la technique, la technologie, les logiciels, les équipements, bon, il y aura des questions de coût, hein, Jean-Michel, on les abordera peut-être tout à l'heure, mais il y a besoin de convaincre les usagers de ces solutions, parce qu'il y a quand même des personnes qui utilisent ça. Hein, encore une fois, c'est pas un dossier PDF. Avant, on le mettait de manière physique dans une armoire. Ben là, il ne faut pas qu'on ait un dossier, un jumeau numérique qu'on met dans un ordinateur et personne ne s'en sert. Il faut que les personnes l'utilisent. Oui, c'est un peu tout l'enjeu auquel je me confronte, et je pense qu'une bonne partie des personnes qui sont sur le jumeau numérique s'y confrontent. C'est la résistance à l'avancement, enfin la résistance au changement. Aujourd'hui, on travaille, en l'occurrence à DGA, on peut travailler avec des méthodes qui sont pas forcément celles qu'on peut rencontrer dans le milieu du privé. On l'a évoqué tout à l'heure, on a un patrimoine, et j'ai une planche là-dessus, je vous la montrerai. On a un patrimoine qui est ancien. On a sur un site, donc notre objectif sur le centre de DGA, c'est de réaliser des essais au sol. On reproduit les conditions de vol au sol par des moyens qui sont des bancs d'essai. Et la finalité des activités de DGEP, c'est de produire des essais. On n'est pas du tout spécialiste du moteur. On viendra dans le détail là, tout à l'heure de la présentation. Mais restons sur l'humain dans un premier temps. Là, c'était le sujet. Tout à fait. Alors, en fait, on a des installations qui existent depuis 1945, qui n'ont pas arrêté d'évoluer et qui se sont dispersées sur un site qui fait 62 hectares. Et on peut le comprendre, pendant quasiment 70 ans, les méthodologies de conception n'étaient pas les mêmes, et le patrimoine aujourd'hui qui nous est restitué, c'est des plans papier, des plans scannés, et absolument pas de maquette numérique. Et aujourd'hui, on essaye de convaincre de l'utilisation de ces maquettes numériques pour nous faciliter la vie tous les jours. Voilà, donc effectivement, on voit là, on va rentrer là, je voyais... Benjamin qui voulait lancer les diapos pour présenter le site. On est impatient de voir ce que vous avez fait, mais je voulais qu'on reste d'abord sur l'aspect humain. Et aujourd'hui, sur cet aspect humain, avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est gagné ou pas encore ? Alors, on est une petite équipe aujourd'hui à DGEP, on est 3 personnes. Voilà, je suis chef de projet, j'ai 2 apprentis. L'idée, c'est de pouvoir arriver à convaincre l'ensemble des personnels du centre à s'impliquer dans la démarche que l'on fait, notamment pour leur permettre de nous fournir ces informations de leur connaissance. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de les mettre à contribution, et pour ça, il faut avoir des démonstrateurs qui soient à même de les convaincre de l'utilité de ce qu'on fait. Oui, alors ce que j'entends, c'est qu'il faut commencer la maquette pour pouvoir convaincre un public qui derrière dit je vois l'utilité, parce que finalement ça reste ésotérique, je vois l'utilité et je commence à alimenter cette maquette, et donc là effectivement on rentre dans un cercle vertueux où je m'en sers. Oui, sachant que des cas d'usage ou des besoins, il y en a énormément. On n'est pas forcément obligé de rentrer sur des maquettes extrêmement précises pour répondre à des besoins simples. Et là aujourd'hui, on a une multitude de possibilités de facilitation d'activité pour peu qu'on s'y intéresse. Mais je dirais que l'enjeu, c'est de comprendre l'auditoire qui
qui pourrait être demain acteur de ce qui est fait, mais il faut se mettre à sa place, rentrer dans son métier pour pouvoir être efficient dans l'effet de convaincre, quoi. Oui, et donc discuter pour remonter ces données. Alors, on va rentrer là, puisque je vous sens impatient, on va rentrer dans les sujets, là, parce qu'on a ces retours d'expérience. Peut-être, Bruno, là, juste avant que Pierre intervienne, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique, et là on va présenter les quelques diapos du site. Oui, je vais lui passer la parole très rapidement, parce que je pense que c'est retour d'expérience et pourquoi, expliqué, illustré par l'utilisateur. Et pourquoi vous en êtes arrivé là, Bruno, à faire le jumeau numérique? Ce sont quelques exemples de ce dont on parlait, effectivement, simplement parce que, en fait, aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, comme Jean-Marie le disait, comme Jean-Michel le disait aussi, comme on le rencontre tous les jours, il n'y a plus de plans. Ou alors il y a des tonnes de plans papier. Donc, en fait, il faut reconstituer à un moment donné, quand on fait des opérations de travaux, et même quand on a des maisons bien tenues, je parle de l'établissement, enfin de l'ESID, on avait déjà beaucoup de choses, mais il y a plein de cas de figure où simplement on n'a pas les plans. On va y revenir, et j'aimerais bien que ce soit le capitaine Gernès qui effectivement puisse expliquer cette opération, parce qu'on la trouve vertueuse du début jusqu'à la fin. Donc, je vais lui laisser la parole, et puis éventuellement je vais agiter les diapositives pour lui. Alors, capitaine Gernès, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez numérisé, c'était quoi votre besoin, et quels étaient les enjeux que vous aviez autour de ces besoins? Oui. Peut-être il faut décrire le site aussi en premier lieu. C'est d'être un peu plus généraliste. Donc, je ne l'ai pas présenté, mais ça fait 8 ans que je travaille sur la méthode BIM au sein du service. Et depuis une dizaine d'années, on vit tous le papy boom. Et chacun de ces retraités, soit futurs, soit passés, est parti avec une somme d'informations qui n'était peu ou prou disponible sur des formats papier. À la fois DGAP avec Jean-Marie, on a retrouvé une caverne d'Alibaba avec une somme de plans qui était plus ou moins fiable. On a fait une rétro-ingénierie autour de cela pour certains bâtiments. Et quand j'ai été remuté en 2022, j'ai récupéré le quartier Valmy à Olivet, qui est utilisé par le 12e régiment de cuirassiers. Ce mess qui est un restaurant non utilisé depuis 20 ans, eh bien, il vit dans son jus, construit par les Américains d'abord dans les années 50. Donc vous estimez bien que depuis aujourd'hui presque 80 ans, au rythme des rénovations, réhabilitations, usages différents, la bague Cloison, Jean Montune, etc., on se retrouve dans un projet neuf, et à travers la maquette numérique, le jumeau numérique, ce que moi j'essaye de prouver au sein de mon service et de tous les acteurs de la construction, qu'ils soient du domaine public comme moi ou du privé avec qui je travaille, c'est la continuité. Donc le MES Valmy, c'est d'abord commencer les diagnostics avant travaux, amiante, plomb, HAP aussi, et PEMD, parce que la réglementation me l'impose en tant que dans mon devoir d'exemplarité de l'État, que de réaliser ces diagnostics et de les mettre à disposition du maître d'œuvre privé que je mandate pour les travaux futurs de réhabilitation. Donc la première étape, eh bien, c'est bien celle que j'ai achetée à Digiliance et à ces environnements, que de faire ces diagnostics avant travaux. Et ce que je souhaitais, parce que c'est aussi eux qui m'ont présenté, c'était de pouvoir jouer avec l'information, sortir de ce registre de PDF qu'on a évoqué tout à l'heure, de ces formats papier, de ces listings de tableurs qui sont souvent difficilement interprétables, où on ne retrouve pas l'information immédiatement, et à travers la 3D, une maquette simple, avec peu de précision, comme ça a été un peu évoqué aussi tout à l'heure, l'idée de pouvoir jouer avec la donnée, de rendre ludique le travail autour de la donnée. Et j'ai souvent coutume de dire que ça permet à la machine de me rendre des services et moi de ne pas en être esclave. C'est une des choses les plus importantes, c'est jouer avec l'information, et la machine doit me rendre des services pour augmenter effectivement la notion de
rentabilité peut-être, de performance à mon métier. Et puis, on l'a évoqué aussi, de source d'erreur. Quand un saisit une première fois l'information, en dispose, est obligé de la ressaisir, c'est une source d'erreur. Et une source d'erreur, c'est des coûts additionnels. Parce que souvent, soit on a la chance de s'en rendre compte peut-être un peu tard, mais on s'en rend compte, soit on s'en rend pas compte, et puis finalement on traîne un boulet au pied in fine. Donc voilà, cette commande a été faite, on m'a généré une maquette, en livrable j'ai eu une restitution très joliment faite de la part de Digiliance. Je l'ai mise à disposition du maître d'œuvre qui lui est dans sa mission aujourd'hui de conception, en avant vers la réalisation de la phase conception, avant-projet sommaire, puis avant-projet définitif. Et j'ai bien espoir qu'il utilisera cette maquette dans la continuité jusqu'à m'emmener à un DOE quand l'ouvrage sera terminé, hein, le tel que construit, PQC, de sorte que je puisse redonner ce DOE à la partie exploitation-maintenance, qui est un autre acteur au sein de mon service, pour l'exploitation maintenance, pour les 75% d'investissement, enfin de dépenses, les coûts investissement maintenance, qui seront réalisés après la remise des clés. Ouais. Là, vous parlez du maître d'œuvre après qui va travailler dessus. Il y a des questions d'interopérabilité, là, c'est-à-dire que de la même manière qu'on disait, il faut convaincre les usagers, mais il faut convaincre aussi les utilisateurs professionnels qu'il faut qu'ils utilisent la maquette qui a déjà été réalisée. Oui, alors j'évoque souvent ce sujet-là comme une nécessité pour les éditeurs de permettre cette interopérabilité à travers la notion d'open source, que les formats propriétaires ne soient pas un frein à cette interopérabilité. Ce qui est aussi important, c'est pour moi, c'est de ne pas être fixé avec un fournisseur de services, un système d'information, et de permettre l'usage de ces maquettes à travers différents cas d'usage que Jean-Marie a évoqué rapidement, parce que ça peut être dans le domaine de l'infrastructure, en conception, en réalisation, en exploitation maintenance, et je ne connais pas de logiciel qui fasse tous ces cas d'usage. Ça ne m'intéresse pas. De notre façon, je peux communiquer cette maquette ou de manière imprécise ou sous une précision très, très faible à un autre opérateur du MINARM, qui est la DGA, en l'occurrence, pour l'exploitation industrielle de ces bancs d'essai. Je peux l'adresser au service, ce qu'on a chez nous, le commissariat des armées, qui va manager les contrats des espaces verts. On peut réfléchir à beaucoup de cas d'usage là-dessus. Et pour pouvoir permettre ça, un seul système d'information ne peut réaliser tous les cas d'usage. Donc, il me faut l'interopérabilité, il me faut de l'open source, il faut que les maquettes soient légères, en tous les cas que la somme d'informations computées dans un seul fichier ne dépasse pas un certain nombre de kilos ou de mégaoctets pour que ça puisse passer dans nos tuyaux, que ça puisse être utilisé sur un ordinateur sans grande capacité matricielle. Je ne cherche pas à faire acheter pour le ministère des ordinateurs qui seraient dotés comme un outil de gamer, pour vulgariser. Et plus c'est léger, plus c'est agile, plus je peux faire réaliser un certain nombre de choses avec différents cas d'usage, et donc déplacer la donnée, la transformer, l'enrichir à travers d'autres fichiers. Pierre, merci pour ce témoignage. On vous garde avec nous. J'aimerais donner maintenant la parole à Jean-Marie, parce que vous agissez en binôme intellectuellement sur ces sujets. Alors Jean-Marie, vous, sur le site sur lequel vous êtes, au-delà de l'infrastructure du bâtiment, là on était surtout sur le bâtiment sur lequel on vient mettre des informations de diagnostic dans un premier temps, et j'ai compris qu'après le maître d'œuvre allait s'en emparer pour venir l'enrichir, et c'était l'objectif. Et donc vous êtes plus loin, vous allez plus loin parce que vous avez des bancs d'essai, vous avez de l'industrie sur place, et vous avez agrégé ces informations sur cette maquette. Oui, c'est ça l'idée. Donc je reprends par rapport à tout à l'heure. En fait, on a un site qui n'a pas arrêté de progresser en termes de répartition des installations. Donc effectivement, on mêle infrastructure et installation d'essai, donc une partie à la fois bâtimentaire et l'autre partie complètement technique.
Tout est entremêlé. Alors au départ, on était dans une batterie militaire qui s'appelle Villeras. À l'époque, le centre s'appelait CEMPH, Centre d'essai moteur à piston et hélice. Puis ensuite, en 1965, c'est devenu le CEPR. Donc vous voyez, le Villeras, c'était une petite partie du centre et on s'est réparti sur les 62 hectares pour répondre aux besoins de l'époque. C'était 1965, donc à l'époque, on était sur des moteurs à réaction alors qu'avant, c'était des moteurs à hélice. Et puis DGEP, là, depuis 2007, est devenu beaucoup plus complexe. On a quasiment 14 bancs d'essai. L'idée, comme je vous le dis, on est producteur de mesures d'essai pour les industriels. Et on reproduit les conditions de vol Mach 2 et jusqu'à 20 000 mètres d'altitude, ce qui nécessite une puissance électrique phénoménale de 190 mégawatts. Et on a, à titre d'illustration, quasiment 7 km de collecteurs qui transitent entre tous les bâtiments, donc tout est entremêlé. Et on utilise l'eau d'un bassin pour refroidir nos installations. Donc voilà, là-dessus. Donc voilà ce qu'on a été amené à réaliser ces derniers temps. On a travaillé beaucoup sur l'aspect méthodologie. On a essayé de faire par nous-mêmes pour comprendre les outils dont on avait besoin pour réaliser des jumeaux numériques. Donc je vous le disais, au départ, on a beaucoup de plans papier dont il faut arriver à faire la synthèse. Ne faut pas non plus se disperser sur le site, il y a énormément de choses à voir. On part de plans, sinon on peut utiliser du visuel, de la photo 360 degrés, du scanner aussi Leica, du BLK 360 pour se réapproprier des nuages de points. Mais je dirais que cet outil-là, c'est un petit peu l'outil de dernier recours si on n'a pas réussi à capter les plans, parce que la mise en œuvre est quand même assez délicate, c'est un métier. Malgré tout, on arrive à réaliser du 3D paramétrique pour représenter à la fois le bâtiment qui intègre un certain nombre de bancs d'essai. Donc c'est la deuxième image sur le 3D paramétrique. Donc c'est une des possibilités d'avoir du jumeau numérique au travers de logiciels. C'est pas le seul. Du jumeau numérique, on peut avoir du jumeau numérique visuel. Et là-dessus, on peut avancer très très rapidement et répondre à des cas d'usage très simples de voir comme les choses sont construites, comme elles sont vues, et pas forcément comme elles sont conçues. C'est une première étape dans l'élaboration d'un jumeau numérique paramétrique plus détaillé. Bien sûr, on s'intéresse à l'aspect tel que c'est conçu. Et c'est un peu l'image que je vous montre du site, où on a dans un premier temps répondu à des problématiques, à des besoins de répartition de la population sur le site. Donc le premier exemple de modélisation, c'est du modélisation de bâtiments qu'on a pu utiliser pour répondre à ce besoin de donner une image de l'utilisation de nos locaux sur le site. Et là, plus récemment, on est sur la compréhension de nos installations, comment c'est construit. Donc on a des aspects de gestion de configuration qu'on essaye de caler sur des maquettes et on essaye de comprendre comment on doit mener l'exercice de modélisation, ne serait-ce que par découpage, comment on découpe un circuit, un réseau, comment on le met en lien avec un banc d'essai, comment on met en lien l'ensemble des réseaux, que ce soit réseau d'eau pour le refroidissement, comme je l'évoquais tout à l'heure, réseau d'air, puisque un banc d'essai, c'est de l'air qu'on amène en entrée de banc d'essai et qu'on extrait à l'arrière, en aval du banc d'essai. Et puis des réseaux, il y en a une multitude. Donc on est obligé, pour arriver à faire un démonstrateur, à se mettre à la place d'un responsable d'installation. Et il n'y en a pas qu'un sur le site, il y en a des dizaines. Et on essaye de développer un démonstrateur qui va l'aider demain dans ses tâches quotidiennes de maintenance, d'intervention sur site. Tout à l'heure, on parlait d'amiante. On réalise en maintenance énormément d'opérations. La principale activité qu'on a là-dessus, c'est d'identifier les risques avant intervention. Et là, le jumeau numérique trouve tout son intérêt. Alors, il ne sera pas forcément du 3D paramétrique parce qu'il coûte très très cher et c'est très très long, mais du visuel, du jumeau numérique visuel peut très bien suffire. Et puis un autre aspect, c'est aussi de décloisonner, puisque je vous parle de responsable d'installation, mais des métiers, il y en a bien d'autres. Chacun travaille un petit peu dans son coin. Je pense que dans d'autres entreprises, ça peut être pareil. Il faut arriver à partager, à passer à des modes d'activité qui sont plus collaboratifs. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir collecter les informations et de pouvoir
faire intervenir ces contributeurs pour que demain ils soient acteurs de ce qui est fait et puis qu'ils partagent beaucoup plus largement leurs activités auprès d'autres contributeurs. Voilà. Jean-Marie, est-ce qu'on peut imaginer, des fois il y a deux maquettes qui coexistent, c'est-à-dire j'ai besoin d'une maquette hyper précise parce que là j'ai des contraintes techniques, je vais m'en servir pour des souffleries, j'imagine, et donc j'ai besoin avoir une précision extrême. Et puis j'ai une autre maquette qui est, là j'ai une personne qui va sur place, sur site, il faut qu'il change une vis, et il a besoin de savoir comment c'est fait à peu près, mais il n'a pas besoin d'un niveau de précision extrême. Est-ce que vous avez ces deux maquettes qui coexistent ? Alors, pas forcément sur le même support. Je dirais il y a une globalité. Le site est large, 62 hectares. On essaye d'aller dans la précision, mais la précision macroscopique, d'essayer d'implanter un bâtiment, une installation, et puis progressivement de se dire, une fois qu'on a ces choses-là, on peut rentrer un peu plus dans la précision de l'installation ou d'un équipement. Tout dépend du besoin et de l'usage. Voilà. Si on n'a pas forcément besoin de rentrer dans la vis de 12 qui va servir à maintenir deux équipements entre eux, ou de rentrer dans l'architecture d'un équipement sur étagère, type une pompe, une vanne. Ça, à la limite, on a juste besoin de savoir où elle est, mais pas de savoir comment elle est conçue. Tout dépend en fait de l'usage et de la réglementation, par exemple, qui peut s'imposer à nous, de savoir comment on intervient sur une installation. J'ai des questions. Allez, je vais prendre quelques questions parce que je vois que le temps file. Jean-Michel, une question pour vous. Matterport, il y a pas mal de questions sur les hébergements. Matterport nécessite-t-il des hébergements sur leur propre cloud avec abonnement ? Et puis une autre question, c'est Nicolas d'ailleurs qui a posé deux questions. Existe-t-il des solutions indépendantes ne nécessitant pas de loyer mensuel afin d'être autonome ? C'est toujours la première question. Est-ce qu'on peut avoir tout ça gratuitement ? C'est ça. Ouais, c'est toujours la même question. Et la réponse est non. C'est-à-dire que derrière toutes ces technologies, il y a quand même énormément d'investissements qui sont faits par des entreprises et elles essayent ensuite de monétiser leurs inventions. Et donc, le tout gratuit, tout libre, je ne suis pas sûr que ça existe. Voilà, ça, c'est la première réponse. Après, ceci dit, effectivement, il y a des réticences au niveau des utilisateurs sur deux sujets, effectivement. Le coût de ces technologies. On a toujours l'impression, quand on prend un abonnement, on va rentrer dans un système où peut-être ça va coûter de plus en plus cher. Donc il faut effectivement maîtriser ses coûts. Mais bon, ça c'est à chacun de voir. Après, c'est aussi des logiques financières qui peuvent être adaptées. Il y a des entreprises qui adorent faire de la location et qui ne veulent pas faire de l'investissement. Donc ça, c'est les financiers derrière qui disent de toute façon, c'est quand même beaucoup mieux de louer parce que c'est des dépenses opérationnelles et ce n'est pas de l'investissement. Donc le sujet, il va aussi dépendre de l'entreprise dans laquelle on est et comment est-ce qu'on veut financer ce type d'outils. Mais de toute façon, effectivement, il y a quand même une grande tendance aujourd'hui, c'est que même si vous êtes sur des outils informatiques que vous utilisez et que vous hébergez chez vous, de plus en plus, vous avez une tendance qu'on passe d'outils avec des licences perpétuelles qu'on va payer très très cher vers des outils qui sont par abonnement ou alors par usage. Et on sait d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec une collègue, quand on est nous et qu'on vend des solutions à des entreprises qui sont notamment des entreprises d'État, c'est pas toujours facile de leur vendre des abonnements. Et pour eux, c'est pas toujours facile d'acheter des abonnements. Avec les logiques de marché public, avec les logiques de comment est-ce qu'on paye. Les Américains, c'est simple, ils nous disent vous avez qu'à mettre un numéro de carte de crédit. Alors bon, monsieur le ministre des Armées, est-ce que vous pouvez me donner votre carte de crédit ? Ce sera beaucoup plus simple. Donc de toute façon, ces outils, ils ont un coût. Et soit c'est des coûts d'invest, soit c'est des coûts à l'usage. On peut donner quelques grandeurs. Alors la bonne nouvelle, par contre, c'est que le prix de ces technologies s'effondre complètement. C'est-à-dire que il y a quelques années, quand vous avez acheté vos premiers scanners, c'était quoi, 40, 50, 60 000 euros le scanner ? Quand vous avez acheté vos premières licences perpétuelles Revit ou AutoCAD, c'était aussi des dizaines de milliers d'euros par utilisateur et par an. Alors maintenant, il y a des scanners, un scanner Matterport, ça vaut 6 000 euros. Donc bien sûr c'est cher, mais c'est 10 fois moins cher qu'il y a quelques années. Voilà. Donc ça c'est quelques ordres de grandeur. Les abonnements, ça dépend de l'usage. Comme dans tout business aujourd'hui orienté cloud, il y a toujours une version gratuite. Et puis après, en fonction de l'usage, ça coûte un peu plus cher. En fonction du volume, en fonction de
besoin de stockage, votre besoin de générer des livrables qui sont plus ou moins précis. Et là, ça peut effectivement monter. Il faut quelques milliers d'euros pour sortir certains livrables, d'accord ? Mais ça doit se comparer au coût d'une prestation. Combien ça vous coûte de faire venir une entreprise qui va venir faire ci et ça et vous délivrer un fichier de tel niveau avec telle et telle précision. Donc c'est comme ça qu'il faut faire la comparaison. Bruno, vous utilisez les deux technos, on parlait de moderne ou classique ou intelligence artificielle. Vous utilisez les deux technos, donc vous avez des équipes différentes, du matériel différent en fonction du projet. On n'a pas nécessairement des équipes différentes. Une bonne partie des un peu plus de 500 personnes diagnostiqueurs du groupe AC Environnement pourraient faire effectivement de la captation et font par exemple de la captation Matterport. Ce n'est pas tout à fait le même cas bien sûr pour les modeleurs ou pour l'acquisition effectivement en scan laser, mais on peut former les gens relativement simplement. On utilise les deux, oui. On utiliserait, même si on n'est pas en secteur défense, en l'occurrence dans l'opération qu'on vous a évoquée tout à l'heure, clairement, je ne pense pas que le capitaine Gernez aurait souhaité effectivement qu'on fasse du Matterport pour des raisons de stockage. Voilà, il est en train de répondre en même temps. Et d'ailleurs, je ne lui aurais pas proposé, puisqu'il y a des questions de souveraineté. Capitaine, vous êtes posé des questions de stockage des données, j'imagine, c'est-à-dire où sont hébergées les données, comment elles sont partagées. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'avais déjà appuyé très fort quand on en a parlé au tout début. J'interdis le stockage sur un cloud qui ne serait pas réputé souverain. Et je me méfie grandement de toutes les solutions américaines quand un éditeur vient me dire c'est une solution américaine, mais mon cloud est sur sol français. Ça ne confirme pas pour autant la souveraineté de la donnée. Donc, nous, on répond en disant que le serveur doit être homologué ANSSI. C'est déjà un ANSSI pour Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est à la main d'une agence à la main du Premier ministre, cabinet du Premier ministre. Et sinon, on prend les solutions en ce qu'on appelle en on-premise, c'est-à-dire sur nos serveurs en interne. Et là, bien sûr, moyennant un coût, entre autres. Il y a un vrai débat d'ailleurs justement sur cette notion de souveraineté. Moi, je comprends très bien que l'armée, elle ne veuille pas utiliser ce genre d'outils. Cependant, le serveur, l'endroit où est le serveur, etc., c'est sûr que c'est super important. Mais aujourd'hui, le savoir-faire, c'est les algorithmes qui sont développés par ces entreprises. Et donc, si les algorithmes, ils sont aujourd'hui dans la main de Matterport, qui est une société américaine, ou de sociétés chinoises qui font la même chose, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont ce type d'algorithme et qui sont pouvoir être estampillés de souverains. Oui. Et là, la question, elle se pose sur ça et sur des tas d'outils de l'intelligence artificielle. Et là, c'est un autre débat, bien sûr, mais l'État doit prendre ça en compte dans le financement des développements, des startups, etc. Et idéalement, ce serait super qu'il y ait un Matterport français et puis qu'il y ait d'autres outils, mais aujourd'hui, ça n'existe pas, à ma connaissance. Alors, sur ces opérations, juste pour rajouter, effectivement, c'était un des engagements, on a parlé dès le début. Je sais que là, avec ces types de captation, je suis capable, à la fin de nos opérations, de remettre les clés, entre guillemets, de sa maquette numérique, voire de son jumeau numérique, au capitaine Gernez et à l'ESID, sans rien en conserver. Il aura son nuage de points, il aura sa maquette numérique, il aura toutes les données à l'intérieur, il les hébergera, entre guillemets, où il veut, et il les fera traiter après par n'importe quel type de données, puisque avant tout, ce sont des énormes bases de données, ces informations. Donc ça sera peut-être une IA, effectivement, française, ça sera peut-être des données qu'on ne connaît pas, qui appartiennent à l'armée, mais je lui remets les clés à un moment donné. Si j'ai bien compris, oui, c'est après le maître d'ouvrage est propriétaire des données, peut les récupérer, et n'a pas besoin de repasser par l'opérateur qui a généré cette première maquette numérique pour faire une maintenance de cette maquette numérique. Alors juste, vous l'avez dit, juste, Xavier, c'est un point important. Je pense qu'on peut remettre juste un mot, vous en reparlerez, je crois, avec la ICN demain. Interopérabilité. Alors, il faut que ça soit partagé entre tous les acteurs. Ça, c'est effectivement, on comprend qu'il y a des enjeux autour de l'interopérabilité. Je ne vais pas faire la conclusion de cette conférence, mais on arrive au terme de cette conférence. Mais Jean-Michel, il y a des enjeux d'interopérabilité. Mais finalement, la question, c'est aussi qu'est-ce que je veux faire ? Parce qu'on voit que des fois, j'ai mes données qui sont dans un cloud
et donc sur lequel j'ai pas forcément besoin qu'elle soit chez moi, mais je vais utiliser un système qui va être beaucoup plus rapide et je vais gagner en coût. Donc il faut voir à chaque fois, c'est la bonne définition du besoin qui fait que je vais acheter le bon matériel derrière. Hein. Absolument, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes exigences que l'armée ou que l'administration. Et évidemment, s'il s'agit de faire une maquette numérique de son poulailler, on n'a peut-être pas de problème à aller l'héberger sur un site américain. Mais après, c'est aussi effectivement la définition liée à la sécurité, mais également à l'usage. Le truc que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est que ce qui oppose les deux technologies, c'est quand même la facilité de mise en œuvre. D'accord ? Et cette notion de facilité de mise en œuvre, Matterport, ça peut être utilisé par un particulier. D'accord ? Un particulier peut acheter un abonnement Matterport, travailler avec un iPhone et se faire sa maquette numérique. D'accord ? Donc c'est extrêmement simple de mise en œuvre à la base. Mais le savoir-faire de cette technologie, elle est dans l'intelligence artificielle qu'ils ont implémentée dans leur cloud. Voilà. Donc le fait de se dire oui, mais c'est pas bien parce qu'il faut payer un abonnement parce que c'est hébergé à l'extérieur, etc. C'est un fait qui est lié à ce type de technologie. Et une nouvelle fois, on parle de cette marque, mais j'espère qu'il y en aura d'autres pour pouvoir justement proposer des réponses différentes à des clients qui diraient oui, moi je veux cette techno, mais les conditions d'usage ne me plaisent pas. Donc vous, Jean-Michel, chez Testoon, il y a un travail aussi de bien comprendre quand le diagnostiqueur, s'il y a un diagnostiqueur en bureau d'études, un architecte qui vient vous voir, c'est de bien comprendre ce qu'il va faire pour pouvoir lui adresser le matériel qui va répondre à son besoin. Ça, c'est notre métier de tous les jours. On est prestataire, on propose des solutions de mesure et on essaye d'avoir différents cordes à nos arcs. Et c'est pour ça qu'on travaille avec plus d'une centaine de fabricants d'appareils de mesure. Je voulais donner Jean-Marie, un dernier mot peut-être à Jean-Marie. Est-ce qu'aujourd'hui, donc vous le mettez en œuvre, vous le déployez, hein, en tout cas c'est un travail, j'ai compris, qui va prendre du temps. Est-ce qu'aujourd'hui les personnes commencent à l'utiliser ? On n'en est pas là pour le moment. On essaye de convaincre de l'utilisation de ce qu'on fait. Alors forcément, l'utilisateur, c'est le public qu'on cherche à atteindre pour qu'il soit contributeur demain. Mais on a aussi nos décideurs qu'il faut arriver à convaincre de la plus-value et de la bonne voie à prendre pour y arriver. Parce que forcément, nos décideurs, ils sont rationnels, hein, on est de moins en moins nombreux. Il faut aussi produire de manière efficace des choses qui servent. Et ils sont très interrogatifs sur la manière de faire. Et c'est pour ça qu'on travaille de concert avec Pierre et puis le SID au sens large pour partager nos savoir-faire, nos problématiques et surtout libérer la parole entre nous pour essayer d'avancer de manière le plus simple et efficace possible. Voilà, mais c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux parce que finalement on est dans quelque chose qui est très contraint hein, réglementairement et on le comprend et donc on est allé au bout d'un exemple, un retour d'expérience pointu. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous.